Innovation et Process. Merci de votre présence à tous. Nous avons donc 5 intervenants. Je vous propose, pour alimenter les discussions, l'objectif est de discuter ensemble et d'échanger. Je vous propose que ces discussions soient alimentées d'abord par une présentation. Je demanderai à chacun, donc il y a 5 intervenants, qu'ils se présentent premièrement, ensuite qu'ils nous disent quel contenu il met derrière les notions d'innovation et process, et peut-être, et surtout en troisième lieu, quelles illustrations, quelles applications, et à la suite de quoi, bien, je proposerai ce qui est une discussion avec la salle. Je vous en prie. Alors, le premier intervenant, M. Alain Pillet. Je crois qu'il est déjà branché. Il est déjà branché. Ah, vous êtes branché. Allez, ça procédé intéressant. Patrick Béraud, voilà. Je vous en prie, allez-y, présentez-vous et nous écoutons. Merci. Je dirige l'association hôtelière du Valais, qui est forte de 450 membres, 450 hôtels, sur tout le département. Et je suis aussi le secrétaire général de la Chambre valaisanne du tourisme. La présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est sur une innovation de process sur un site de Reza. Voilà, tout simplement. Mais vous allez voir que c'est innovant. On a reçu mandat des hôteliers valaisans devant la pression des OTA, les agences de voyage en ligne, qui deviennent toujours de plus en plus fortes et de plus en plus avec une position je dirais très forte ou même exagérée sur le marché, on peut parler de phagocytage, et qui s'accapare un peu tout ce qu'il y a sur le marché des réservations. Donc on nous a confié la mission de trouver un nouveau système pour contrecarrer ou pour proposer quelque chose d'alternatif. On a démarré avec des études, comme vous le voyez là, sur quels étaient les canaux utilisés par les hôtels, etc. Et puis, M. Scheck de la HESSO, qui nous a entretenus auparavant, a fait 2 études, une sur le plan du département, du canton en Suisse, et l'autre sur le plan national. Et puis, on s'est basé sur une étude de l'Université de Cornell qui explique quels sont les effets de l'effet billard, ce qui est appelé ici billboard. Et ça, c'est un effet très intéressant. Le premier, l'effet billard, pour les resorts, a démontré, les études de cette université ont démontré que 79% des internautes qui vont sur un site de nos OTA, parce qu'on ne va pas sur un site d'une destination en principe, on a une destination dans l'idée, et ensuite, contrairement à ce qu'on pense, au lieu d'aller sur le site de l'Office du tourisme, eh bien, on va sur un distributeur de prestations. 79% des gens qui vont sur les sites des OTA vont aussi sur le site de l'hôtel. Et quand la prestation est au même prix sur le site de l'hôtel, eh bien, le 100% est réservé auprès du prestataire qui va lui fournir le service plutôt qu'un intermédiaire. Voilà, ça c'est le premier constat. Et puis le deuxième, on s'est aperçu dans notre étude que seuls 48% offraient cette possibilité, ce qui pour nous était largement insuffisant. Donc on a voulu aller dans ce sens-là, offrir aux hôtels la possibilité de mettre leur établissement en ligne, bien entendu, à des coûts intéressants. On n'a pas voulu d'un système renfermé sur lui-même. Le système, comme je l'ai dit ce matin, est complètement ouvert. Vous voyez qu'on travaille avec les systèmes locaux, mais aussi régionaux, cantonaux, nationaux, et c'est plus un intégrateur de système qu'un système replié sur lui-même. On est interfacé avec les PMS, les Property Management Systems sont les programmes qui gèrent l'intérieur de l'hôtel, et on est interfacé avec presque tous, à l'exception d'un seul, je crois, de ces agences de voyage, d'agences de réservation en ligne, qu'on appelle les OTA. Une application sur le web est également disponible. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va utiliser, on ne peut pas se battre contre les OTA, mais on va utiliser leurs armes, leurs outils à notre profit. Voilà, c'est là où c'est innovant, parce que de vouloir les contrecarrer, en France, on rencontre exactement les mêmes problèmes. D'ailleurs, vous avez les Nantais qui ont créé un site qui s'appelle Fairbooking.
Voilà, mais c'est une autre démarche. Et là, notre solution, eh bien, on va utiliser les OTA et leur forte présence sur le net pour donner aux hôtels individuels de la visibilité. Sans ça, ils disparaissent totalement de la toile, et c'est uniquement à travers les OTA qu'ils ont la visibilité. Les commissions sont à 0% et on n'encaisse rien du tout sur les prestataires. Le système est financé par les cotisations des membres pour l'instant. Il faut savoir que les coûts sont minimes, mais vous verrez que les effets sont très grands. On offre en ligne, et ça les OTA ne le font pas, des forfaits, des services complémentaires, ce qui plaît beaucoup, et la formation gratuite à disposition. On a par un système étatique à peu près 1 million de francs suisses, 800 000 € par année à disposition pour faire la formation continue. Là-dessus, ça tombe bien entendu dans ce sens-là. Un accompagnement individualisé des partenaires est offert aussi, c'est la formation sur site. Et puis la solution est basée sur Internet, donc il n'y a pas d'appareil, d'ordinateur, de logiciel à acheter, il n'y a pas des versions à charger. Vous vous loguez sur Internet avec un identifiant, un mot de passe, et c'est terminé. Là, on a choisi aussi une technologie de pointe, actuelle, moderne, plutôt que des vieux systèmes qui existaient encore, comme Thomas, mais qui datent et qui ont un peu de peine à ramer. Les inconvénients, c'est la forte résistance des acteurs en place, et puis l'énergie à développer qu'il faut pour réussir un projet tel que celui-ci. Avec les offices du tourisme, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous avez à gauche les petites maisonnettes qui représentent les hôtels. Tout à droite, vous avez les petits personnages qui représentent les clients, les internautes. Alors, l'hôtel va mettre tout son hôtel sur le système Booking Valley. De cette manière, il a à disposition aussi son propre canal. Le propre canal de l'hôtel qui, je le répète, est à 0 francs de commission et 0 francs de frais. Ensuite, c'est ce programme qui va distribuer dans les OTA, mais aussi sur des programmes comme Ferratel, qui gère les destinations du Haut-Valais, comme l'Eukerbad, qu'on connaît sous l'Ouèche-les-Bains, et ça se fait, sur Thomas aussi, comme Crans-Montana, Zermatt, qui va aussi mettre à disposition Thomas le canton du Valais, le site du canton, et puis sur le niveau national avec Suisse Tourisme sur le site myswitzerland.com, STC. Voilà, donc il a une porte d'entrée, il met à jour un prix, des disponibilités et tout ça ensuite est distribué. Rapidement, il a aussi bien entendu la possibilité de mettre sur son propre site, c'était un peu l'objectif, vous vous souvenez des postulats de départ, une fenêtre de réservation qu'on voit en haut tout à droite, cet hôtel Christiania à Saas-Fee, et là on voit, je l'ai mis parce que c'est un bon exemple, comme le masque est bien intégré dans le site complet, c'est pas un point rouge ou une fenêtre verte qui vient s'insérer, c'est discret, et là vous distribuez votre propre canal de l'hôtel. On a la même chose, mais pour les mobiles. Vous savez que c'est un développement qui est très fort. Sur le site de l'hôtel, vous avez un QR code avec votre appareil mobile, vous photographiez, et vous avez vous le voyez là, bon, je suis désolé, c'est tout en allemand, mais à la fin du premier bloc, c'est les chambres à vendre en ligne. On a depuis cet été développé et mis en ligne des produits structurés avec les chemins de fer. Le Matterhorn-Gotthardbahn, ça a été très compliqué, très difficile, mais le client achète un forfait et il a en même temps le billet du train, la chambre d'hôtel, et on peut mettre d'autres services. Donc on a deux produits, hôtel et excursion. La phase test a eu lieu le 4 avril, et là vous avez un exemple du QR code qui est utilisé pour imprimer le billet du train. Voilà, c'est une opération qui a connu un grand succès. Maintenant on peut faire avec des produits culturels, avec des produits de l'agriculture, des produits du terroir. On peut monter un petit peu des produits structurés comme on en a l'envie. Les statistiques, qu'est-ce que ça donne sur 18 mois d'exploitation? On est tout neuf. On a commencé mi-2012, début, au printemps, fin octobre. Vous voyez qu'on a fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Et c'est réparti
Le premier, c'est le propre site des hôtels, Dynamic Shop. Le deuxième, c'est Booking.com, 56%. Et ensuite, c'est là qu'on voit que les destinations ont encore beaucoup de peine à vendre leurs produits. Je crois que ça a été dit ce matin. Ça a changé. Hein, les internautes ont changé de mode de faire. Et puis, on voit très bien là que c'est plutôt sur les sites des hôtels, des prestataires de services et sur le leader Booking.com. En image, ça donne ceci. Voilà, vous voyez en mauve à gauche Booking.com et à droite le site des hôteliers, le propre site des hôtels, et puis les petites tranches, on peut dire c'est miettes du gâteau que je partage des destinations. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Donc l'innovation réside dans le fait qu'on distribue aussi les offices du tourisme et tous les OTA, mais vous voyez, les premiers à en bénéficier sont les hôteliers eux-mêmes, parce qu'ils vont économiser, mais c'est des montagnes d'argent. Je ne sais pas si vous savez en savoir combien vous versez de commissions à ces OTA, mais en tout cas en Valais, ça représente des dizaines, voire des centaines de millions chaque année. Donc cet argent est aussi bien dans la poche des hôteliers pour rénover un peu leur structure d'hébergement que dans la poche de gens dont on sait d'où ils viennent, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas leur site, leur siège social chez nous, ils ne contribuent pas à l'effort commun de développement. Voilà. Alors, vous connaissez peut-être le système d'apprentissage en Suisse, c'est un système dual où les jeunes sont à la fois en entreprise et dans une école professionnelle. Eh bien, dans les nouveaux apprentissages, les jeunes sont aussi formés sur ce programme Booking Valley. Pour l'instant, on a plus de la moitié des hôtels qui sont partenaires de Booking Valley, qui distribuent leurs chambres sur Booking Valley, sachant que tous les hôtels y figurent. Mais la moitié seulement en ligne. Pour les autres, il faut faire une demande et puis vous recevrez une offre par email. Donc tout le monde y est, mais plus de la moitié seulement ont mis leur chambre en ligne. Et le coût pour les partenaires, chaque hôtelier paye la structure? Non, c'est gratuit. Alors, qui finance? Alors, j'ai pas compris. Alors c'est l'association à travers les cotisations qui paye les hôteliers, mais c'est quelques dizaines de milliers d'euros, donc c'est pas Chaque très coûteux. hôtelier ici Paye des cotisations au syndicat patronal que nous sommes, et c'est le syndicat patronal qui a négocié. Ça représente combien à peu près pour l'hôtelier, ces cotisations? C'est quelques centaines d'euros par année. Mais il a tous les autres services à disposition. C'est pas que celui-là. Celui-là est une des parties des services qui sont proposés à nos membres. Est-il d'autres questions? Avec les campings, comme je l'ai dit ce matin, c'est déjà fait. Avec l'agritourisme, ils ont engagé une demoiselle qui s'occupe de faire l'intégration pour l'agritourisme également. On a eu la décision des refuges et des cabanes de montagne qui vont utiliser ce système aussi. Enfin, tous les hébergeurs, la para-hôtellerie peut s'y mettre également. Voilà, c'est un système qui est ouvert à tout le monde. Pour des campagnes AdWords par exemple ou autres, pour faire connaître l'outil sur la toile? Alors, on est interfacé avec Google Hotel AdWords, mais je ne l'ai pas mis là, bien entendu. Mais les hôtels peuvent avoir un contrat avec Google AdWords et à ce moment-là, ils apparaissent dans le système Google.
Mais nous, vous voyez le résultat de 10 millions en 18 mois d'opération, c'est sans un franc de promotion, ni de publicité. On n'a rien fait. C'est seulement l'effet billboards, ça aussi c'est innovant, c'est seulement profiter de l'effet billard des grands OTA pour manger dans leurs mains en quelque sorte. La moitié, c'est Booking. Ah oui, plus de la moitié c'est Booking. Est-ce qu'il n'y a pas une opération similaire au Canada ou au Québec qui a été mise en place, justement de coopération avec, plutôt que de s'affronter, trouver un système de collaboration? Voilà, mais il y a des systèmes de collaboration, mais qui consistent plutôt en des contrats signés avec Booking. Ouais. Voilà, mais bon, ça implique un autre problème. Oui. Vous êtes propriétaire, nous on est propriétaire des données qu'on a mises sur ce programme. Oui. Si demain, maintenant on travaille avec SITA, si demain on veut travailler avec un autre groupe, on prend nos données, on les passe sur notre système et à petit. Avec Booking.com, vous n'êtes plus propriétaire de vos données. Vous avez tout confié à Booking.com. Vous n'êtes plus propriétaire de rien du tout. Ça équivaut, par exemple, Lausanne a signé un contrat pour distribuer tous les hôtels, a signé un contrat avec Booking.com. Ça veut dire qu'on peut attacher un chien avec des saucisses. Voilà. Vous donnez le bâton pour prendre des coups un jour. Il faut être réaliste, c'est ça. Et ça, c'est la solution. Elle est innovante dans la mesure où elle profite quand même de Booking.com. Eux, ils s'en foutent. Ils ont fait 5,5 millions grâce à notre système. Ils sont contents. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les 3,370,000 que les hôteliers ont réussi à faire sur leur canal qui ne leur coûte rien. Et tout le monde, enfin, ceux qui s'engagent respectent leur engagement, il n'y a pas de dérive, tout le monde comprend bien l'intérêt de ça. Forcément, avec 500 hôteliers, vous avez de tout. Il y a des super excellents hôteliers, puis il y a des moins bons. Et il y en a qui font des prix pour leur hôtel et qui font une gamme de prix un petit peu plus bas pour Booking.com. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ils n'ont pas bien saisi où était l'opportunité. On n'a pas le choix non plus, je crois, sauf erreur. Si, ça fait une grande polémique. En France, c'est actuel, je crois. Oui. Il y a deux choses qui posent problème. C'est le prix garanti, le meilleur prix garanti, et la dernière chambre. Et ça, je crois qu'il y a déjà quelques opinions qui ont été rendues. Il y a une plainte du ministère Voilà. contre Expedia. Voilà, exactement. Mais ils ont été condamnés d'ailleurs, Expedia. Et puis maintenant, il y a des nouvelles plaintes qui continuent. Et vous évoquiez le Canada, c'est aussi un gros problème au Canada. C'est un problème universel. Eh bien, nous vous entendons Alain Pillet. Je profite déjà pour me présenter. Je suis ni directeur ni Swissco. Donc j'ai la chance d'avoir démarré la société avec Jacques qui est là derrière, donc il peut aussi intervenir à tout moment. Et puis Swissco, ça s'écrit SUI2SCO parce que maintenant en Suisse, il y a déjà quelqu'un qui a pensé à bloquer ce nom, c'est une compagnie aérienne. Rapidement, donc j'ai un background au niveau RH, j'ai développé une autre entreprise avant, j'enseigne, donc je suis en même temps prof à HES, donc vous voyez les deux appellations en bas. Et puis dans le cadre de l'HES, on m'a voulu faire un cours sur l'innovation, et quand j'ai commencé à faire des cours sur l'innovation, je me suis dit tiens, intéressant, je vais essayer. Et du coup, j'ai remarqué qu'en développant des projets innovants, eh bien, je faisais des RH sans qu'on s'en rende compte. Ça veut dire qu'au fond, pourquoi pensez-vous que les RH, pourquoi pensez-vous que l'innovation, peu d'entreprises innovent? Parce que c'est notre postulat. On trouvait intéressant l'atelier puisqu'il y a process, mais au fond, les entreprises, quand elles développent des process, c'est du contrôle. Donc on vous invite à regarder et réfléchir sur, au fond, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Et donc on aime bien réfléchir avec deux mots qui est SI. Donc, en ayant eu la chance de pouvoir discuter avec Patrick Capable, on voit que très souvent, on met l'innovation derrière la technique. Et qu'au fond, tout ce qui doit être innovant est technique. Et notamment dans les éléments, on voit bien qu'il y a tout un élément qui est facteur humain, qui est aussi important. Donc au fond, notamment par rapport au tourisme, ça me frappe par rapport aux projets qui sont développés au niveau procédé, c'est que très souvent on met ça en avant, une nouvelle application. Or, la peur, les éléments que vous venez d'évoquer, eh bien, ils sont essentiellement des facteurs humains, et au fond, ce qu'on va tenter de regarder, c'est avec vous comment
on peut développer quelque chose qui est un nouveau procédé comme étant, au fond, ce que vous devez faire en termes de produits touristiques, c'est cette notion d'expérience. Donc, au fond, la notion de réputation, et je crois que par rapport à ton projet, hein, on voit bien que les hôteliers, ils ont cette notion, ou les régions, de pouvoir au fond avoir cette vision de réputation qui font que les gens vont venir. Donc nous, on a, j'ose dire, un slide suivant, merci. Voilà, au fond, innover, qu'est-ce que ça veut dire? C'est créer une rupture. Et cette rupture, elle est au fond, donc les routines que vous évoquiez, c'est qu'on a l'habitude de faire, et c'est souvent flagrant, c'est qu'on veut faire différemment, donc on doit penser différemment, on va inventer quelque chose. Souvent notre cerveau il résiste parce que notre manière de voir le monde, il est comme celui-là, puis on n'aime généralement pas remettre en question notre manière de voir le monde. Donc, la slide suivante, au fond, on a un indicateur pour réfléchir sur comment un point peut être innovant. Il y a 3 axes. Il y a un axe technologique, qui est vrai. Il y a une possibilité d'innover en termes de processus, qui est au fond comment on peut faire de l'argent ensemble, comment on peut produire. Parce que ça, l'innovation, ça paraît très moderne, mais au fond, il y a un économiste dans les années 50, Schumpeter, m'arrêtez si je dis une bêtise, mais qui au fond démontrait déjà et parlait d'innovation en disant que comment créer une rupture, avoir un nouveau segment pour avoir un marché de niche. Donc au fond, on doit développer quelque chose de nouveau. Et nous voyons qu'il y a des manières de faire de l'argent, donc comment générer un business qui en soi peut être porteur et innovant. Ce que je ne sais pas si vous connaissez tous, je pense les New Business Model Generation, donc ça devient très très à la mode, tout le monde en fait, mais en fait, voilà, on utilise ça finalement comme un produit, mais j'ai l'impression que des fois on ne comprend pas le procédé, parce que ce n'est pas juste de faire un business model. Ce qui est intéressant, c'est le dernier axe, c'est au niveau de l'axe social, c'est au fond l'interaction que ça va générer entre les différents partenaires, entre les différents acteurs. J'ai une idée, tu as une idée, généralement notre routine c'est qui de nous va avoir raison. Or l'intérêt, c'est au fond comment on peut construire, c'est toute notre démarche avec Swissquote, c'est pour ça qu'il y a du co, c'est comment faire une communication innovante et que Jacques et moi, quand on intervient dans les entreprises ou face à un projet que je vais vous présenter très rapidement, on n'est pas les experts, on ne sait pas comment. Par contre, on a des outils, des méthodologies qui mettent en situation et que ces situations amènent et renversent au fond cette vision que nous n'allons pas être des concurrents, mais que nos concurrences vont être des énergies qui vont nous permettre d'être encore plus forts ensemble. Mais c'est la première résistance, donc on est tous d'accord sur le concept, mais dans les faits, ça se passe rarement comme ça. Donc au fond, les Japonais ont cet humour, c'est que, semblerait, je ne suis pas allé, mais à Tokyo, il y a le musée des innovations ratées, et si on prend les éléments, c'est que, premièrement, c'est qu'on a tous conscience que notre produit est absolument génial, et on en fait un peu l'expérience ces temps, quand on doit chercher du financement, quand on doit essayer d'aller trouver des partenaires. Généralement, on croit à ce qu'on fait, bien heureusement, mais au fond, est-ce qu'on a bien pensé à quoi et pour qui on le faisait? Donc, premier élément, c'est que le procédé aujourd'hui, nous semble-t-il, du point de vue du tourisme, c'est de le faire avec les gens, pour lesquels nous voulons vendre un produit, une prestation, que ce soit des partenaires d'ailleurs, que ce soit des concurrents ou que ce soit le client direct. Et qu'au fond, on a fait un focus de l'innovation sur étant des grandes entreprises qui ont développé des gros produits et tout. Mais pour nous, c'est frappant et c'est un bon exercice de venir humblement en France parler d'innovation parce que la Suisse est dans le top 5. Mais au fond, qu'est-ce qu'on sait des gens qui ont innové en Suisse? Peu. Donc au fond, on a cette fausse modestie. Je pense que vous, en France aussi, par rapport à l'aspect politique, c'est une belle opportunité ce qui se passe maintenant pour se positionner puis oser. Donc dans le procédé, pour nous, il y a cette manière, c'est est-ce qu'on s'autorise à dire à un moment donné qu'on va tenter de faire de manière différente? Et alors chez nous, il y a un point qui est évident, c'est que l'État ne pousse absolument pas et ne soutient absolument pas ça. Donc il y a du blablabla, 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 politiquement en Suisse, je ne sais pas chez vous en France, mais il faut tout le temps placer l'innovation. Mais au fond, on doit démontrer la faisabilité, et je dois dire même au défaut de notre ami Roland, puisqu'on dépose un projet autour, on doit déjà démontrer que c'est viable ou qu'on nous prête de l'argent ou qu'on nous subventionne. Donc là, il y a un point, je pense, au niveau politique qui est important dans le procédé entre les différentes parties.
Alors, qu'est-ce que c'est notre projet? Il s'appelle Bonding with Switzerland. On fait pas de l'anglais juste pour faire de l'anglais. Bonding, je ne connaissais pas en fait dans ces termes, c'est bien comment se lier émotionnellement. Donc nous, ce que nous cherchons, c'est aujourd'hui, quand on parle de la Suisse, c'est l'évasion fiscale, c'est les banques, enfin bref, ce ne sont que des problèmes, comme le 20h, en fait, pendant 30 minutes, on a quasiment les 29 que des choses négatives. Donc on a un cerveau qui est focus sur le négatif, d'où notre vision, c'est au fond se relier émotionnellement pour que les gens se captent sur quelque chose de positif. Et donc, on travaille sur un modèle qu'on appelle la triple hélice, qui permet d'avoir la gouvernance, les entreprises et l'académique. Au fond, c'est un modèle qui existe, qui est théorique, mais on s'est rendu compte que personne l'utilise. Donc concrètement, notre travail ces temps, c'est de travailler sur ce modèle de la triple hélice. Décidément, la flèche Saint-Germain. Donc au fond, quel est notre focus? C'est de co-créer. Donc la co-création, c'est un joli mot, ça a l'air simple, mais c'est très complexe. Parce que si on arrivait et qu'on dit, voilà, bonjour monsieur, dame, on vous vend un produit, regardez ce produit, ça vous permet d'innover, les gens disent, j'achète. La co-création, c'est tout ce que vous avez évoqué, la résistance, oui, mais, vous savez, quand les gens vous disent oui, mais, en fait, ils vous disent non. Donc, c'est de dire, ouais, on va aller ensemble, au fond, je vais gagner combien, bref, donc, ça prend du temps, donc c'est chronophage, mais nous pensons qu'à long terme, c'est plus viable. C'est-à-dire, au fond, comment, hein, comme toi avec tes hôteliers, le projet, on sent bien qu'il va évoluer et qu'à un moment donné, il faut bien que les gens se l'approprient. Donc, le changement, nous croyons que c'est absolument pas un problème. Le problème, c'est quand on dit il faut absolument que tu changes. Donc, on doit rentrer dans le projet, dans la question. Et au fond, on réfléchit avec l'académique sur cette notion de Swissness. Alors, ça peut être le Franceness, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est cette idée, au fond, sortons aller des images véhiculées de la Suisse, du Heideland, avec ses montagnes, ses Sonnenweiss, et puis vous voyez, ce matin, vous avons fait des montagnes. C'est autre chose. Il y a plein d'autres choses, plein de choses qui sont différentes. Et ce qui est passionnant, en tout cas, les Chinois qui sont venus en Suisse, eux, leur vision, c'était de dire, waouh, vous pouvez prendre un billet dans une gare et prendre le train, même pas 10 minutes après. Donc on va travailler, au fond, et cette idée de co-construction, c'est que la promotion de l'image de la Suisse, c'est pas nous qui allons dire, voilà ce qui est bien. Nous allons utiliser et prendre des gens qui viennent de certaines régions pour dire voilà ce que nous voyons qui paraît intéressant pour la Suisse et ce sont eux qui vont devenir les ambassadeurs en fait de la Suisse. À partir de là, la co-construction, c'est là où nous allons nous positionner en termes de procédés, c'est au fond de trouver des organisations, des entreprises qui vont être prêtes de réfléchir sur l'innovation. Donc quand je vous parle d'entreprise, actuellement on a Suisse, on a Blancpain, on a Rouge, des automates. Au fond, ce sont des gens qui font déjà du business, gagnent des millions de chiffres d'affaires. Par contre, leur travail, c'est de dire, ok, on sait communiquer, et si on pouvait peut-être communiquer de manière différente? Et donc, c'est d'essayer de travailler ce processus d'innovation, parce qu'au fond, c'est pas une fois pour toutes qu'on détermine, c'est un processus, donc ça doit se travailler régulièrement. Et le dernier, je crois... Non, voilà. C'est tout. Question. Quel type de processus vous avez engagé, vous avez réussi à engager avec des partenaires? Alors, la réalisation de la triple hélice, ça veut dire que très clairement aujourd'hui on a l'académique, donc en l'occurrence c'est Jacques qui me disait quand on est dans les entreprises, mais présente-toi comme prof, c'est beaucoup plus porteur, plutôt qu'on arrive qu'on a les deux mêmes cartes, donc on fait Starsky Hutch, c'est-à-dire véritablement on démontre qu'il y a des concepts. Quand vous avez des gens qui commencent à résister, rien de tel qu'un petit modèle de la triple hélice, qu'un petit concept, parce que ah oui, donc ça valide, puis en même temps ça questionne. Jacques, il a toute une expertise par rapport à sponsoring, marketing, donc avec une multinationale, donc il y a une crédibilité qui est derrière. Une fois que vous arrivez, que vous avez un premier partenaire, ça permet d'aller vers les autres. Quoi. Donc au fond, notre procédé, il est vraiment de générer de la relation, de générer, utiliser de l'émotion, donc on travaille aussi sur les bases de neurosciences, donc au fond, aujourd'hui, tous vos choix, vous pensez que vous les faites de manière rationnelle, or c'est totalement émotionnel, bien évidemment, il y a un check avec du rationnel, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le fameux wow effect, on n'arrête pas de vous dire aujourd'hui, bah, c'est émotionnel. À un moment donné, on a envie d'y aller. Vous avez un lien avec quelqu'un, vous avez quelque chose qui vous surprend. Donc c'est au fond de générer une situation qui fait que, je veux dire, on n'a pas fait exprès, mais c'est tellement compliqué, je dis bien compliqué, d'expliquer,
chaque fois qu'on fait une synthèse, les gens nous disent qu'il faut qu'on vous rencontre. Et quelque part, c'est là où on commence à vraiment connecter. Donc c'est très clairement du banding, c'est du relationnel. Donc je pense qu'en transposant pour le tourisme, oui, nous croyons en Suisse que l'accueil, la relation doit être sacrément travaillée. On travaille notamment avec l'école hôtelière de Lausanne. Parce que, vous savez, les Vaudois, ils disent, il y en a point commun. On a l'impression qu'on sait tout, qu'on maîtrise tout, et c'est totalement faux. Il faut qu'on fasse très attention. Aujourd'hui, on pensait que bienvenue, vous avez de la chance de venir chez nous, c'est tout le contraire. C'est qu'on doit remercier les gens et dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, j'avais une petite précision, je pense que ça, vous avez dû donner l'explication, mais ça m'a échappé. Swissco, c'est quoi? C'est une structure, c'est une agence, c'est une société privée, c'est un organisme? Donc nous sommes une SARL. Oui. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de développer des communications innovantes. Donc vous accompagnez les entreprises, Oui. les collectivités territoriales? Voilà, exactement. C'est toute personne qui a un projet et qui veut essayer de communiquer de manière différente. D'accord. Et à partir de là, nous offrons tout un réseau avec des experts qui peuvent soutenir par rapport au développement de la... Alors dans le domaine du tourisme, vous auriez un exemple précis? Tu veux parler par rapport à des choses qu'on a faites avec l'IPC peut-être? D'abord dans le tourisme, il y a 3 collectivités en Suisse, 3 OT, Genève, Vaud et Valais, qui sont déjà mis d'accord pour derrière le projet. C'était déjà pour nous, hormis des Valaisans, des Vaudois et des Genevois, derrière un deuxième projet pour nous, c'était déjà une victoire. Parce qu'ils voient la problématique, ils voient aussi la problématique, on va dire, par rapport à Suisse Tourisme, qui parfois, ces hôtels-là, ont des fois le sentiment que c'est plus les Suisses allemands qui sont bénéficiaires des tourismes allemands, qui sont quand même la majorité de notre tourisme en Suisse. Donc voilà déjà une petite partie. Ce que disait Alain, c'est l'IPC Code, c'est un outil. C'est la génération 2.0 du QR Code qu'on a vu tout à l'heure. Ça permet de rassembler toutes les informations en un clic, du multi-réseau, du multi-canal sur un endroit. C'est une application développée par Ringier. Ringier, c'est une grosse société média suisse qui a fait Ringier Studio, et voilà, la technologie a été redonnée à ces deux développeurs qui ont fait ça, qui maintenant travaillent. On est en train de travailler avec Geomatic, qui est le leader suisse des cartes, notamment par rapport au tourisme, et puis au fond pour développer leur vision, qui est comment passer et maintenir les cartes, comment générer au fond dans les villes des visites qui permettent d'allier plusieurs supports. Ils ont vu qu'ils étaient restés très sur le technologique, et nous ce qu'on essaie de voir avec eux, c'est au fond comment construire avec des personnes qui vont visiter. Donc c'est vrai que la manière dont vous avez je dis vous parce que nous ne sommes pas du tourisme, que vous avez de penser le tourisme, elle est, enfin c'est une routine que vous avez, c'est normal. Et les manières de faire, et elles sont bonnes. Et par contre, c'est comment se laisser surprendre par d'autres visions. Est-ce que ça signifie mise en réseau, accélération de mise en réseau? L'utilisation de votre méthodologie? Oui, absolument. Et puis après, ça sous-entend sauter dans la piscine et y aller. Il y a un psychosociologue qui s'appelle Veik, qui parle de sense-making, c'est comment donner du sens. Il faut arrêter de penser, il faut faire. Une fois qu'on fait, c'est dans l'action et l'interaction qu'on construit au centre du sens. Vous prenez l'exemple du fameux volcan je suis à Chignac, là, il y a 3 ans. Si vous êtes en train d'aller faire un business pour signer 10 millions d'euros, que vous êtes photographe, que vous êtes juste en train de rentrer de vacances, la perception de l'événement n'est pas le même. Très souvent, quand on prend Lake Geneva Matter Region, comme il s'appelle, les 3 acteurs de fil du tourisme, eh bien, aujourd'hui, ils ont signé, on est partant, et aujourd'hui, on doit les dans notre structure et puis les faire travailler, les mettre en situation créative, parce qu'on est persuadé qu'ils n'ont pas du tout la même vision par rapport au projet. Donc le réseau, oui, et il s'agit après de développer des interactions. Merci beaucoup. Troisième intervention, Monsieur Vermersch. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous innovation et process? Voilà. Qu'est-ce que vous y mettez et quelles applications? Question paralysante. Alors moi j'ai pas de présentation parce que
je suis plus venu avec des réflexions, avec l'envie peut-être de les partager, de les évoquer avec vous. Et puis alors, j'ai peut-être fait une erreur d'interprétation parce que moi je pense que dans notre activité touristique, la vraie innovation aujourd'hui, c'est les changements de process. Et c'est plutôt ça que j'aimerais évoquer. Et d'ailleurs, je rejoins en ça je crois que c'est Jean Viard qui disait récemment à l'occasion d'un congrès ou d'un colloque que la vraie crise dans le tourisme, c'est une crise des process. Et que globalement, les choses sont tellement en train de changer, sont tellement différentes, et on en a eu d'ailleurs deux exemples à l'instant, qu'il faut vraiment changer de la façon de voir les choses. Alors ça fait moi je me fais un peu cette réflexion depuis quelque temps. Je travaille dans le domaine du tourisme depuis plusieurs années. Dans le domaine du tourisme comme dans le domaine des autres secteurs d'activité de notre société, on est rentré depuis longtemps dans une société de réseau. C'est le quotidien pour un grand nombre d'entreprises, c'est le quotidien pour beaucoup de secteurs d'activité. Le réseau aujourd'hui constitue l'axe premier du développement des entreprises et des marchés. Je trouve que dans le tourisme, alors que par nature, le tourisme est une activité collective, je trouve que dans le tourisme, on n'est pas encore très en avance. Un réseau tel que par exemple celui qui s'est créé là, dont on a eu l'explication avec des hôteliers qui se mettent en réseau pour mener un projet dans un contexte particulier. Un réseau là, c'est mené dans le cadre d'un syndicat professionnel, mais ça pourrait être tout aussi un réseau d'hôteliers volontaires sur une destination. Un réseau, c'est par nature, c'est une structure qui est plus horizontale que verticale. C'est une structure qui est moins pyramidale, c'est une structure qui n'a pas obligatoirement un leader suprême, un chef, un conseil d'administration. C'est quelque chose qui est du domaine du volontariat, et d'ailleurs ça a été rappelé dans l'exemple de tout à l'heure. Et on travaille de plus en plus comme ça. Mais on travaille de plus en plus comme ça, je trouve, avec la difficulté de rentrer dans ce moule, ou d'avoir ce mode de pensée. Alors, je ne sais pas en Suisse, mais en France, je fais souvent le constat que culturellement, on a un problème avec les réseaux. On a du mal à en comprendre le fonctionnement, à en assurer le développement, à en respecter les règles. Il y a des réseaux qui meurent en France parce qu'ils n'arrivent pas à se développer. Ça veut dire que les adhérents, les gens qui sont dans ce réseau ont un problème de compréhension de leur rôle et du rôle du réseau. Un réseau, ça sert effectivement au départ à m'apporter quelque chose. Il faut que j'ai un bénéfice, mais en même temps, il faut que je puisse donner, être généreux, consacrer du temps. Et je l'aperçois au quotidien, vraiment, dans notre secteur d'activité, que c'est un petit peu compliqué. Les offices du tourisme, je crois, connaissent bien cette situation. Heureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils travaillent de cette manière, mais on voit qu'il y a vraiment des freins. Je pense que, et je le disais l'autre jour, je pense que on a un problème, je trouve, de compréhension
pourquoi il est nécessaire est-ce que je peux, est-ce que je veux, est-ce que je peux, est-ce que je sais collaborer dans un réseau. Est-ce que je veux collaborer? C'est qu'est-ce que j'ai envie, moi, acteur du tourisme? Est-ce que j'ai envie de voir les choses différemment? Pas comme je souhaite qu'elles demeurent, mais comme elles vont être demain, comme elles sont déjà. Est-ce que je veux? Est-ce que je peux? Et est-ce que je sais? Est-ce que j'ai appris à travailler en mode réseau? Et c'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas inné. Il y a des méthodologies qui se mettent en place. Et voilà, donc tout ça, c'est des interrogations que je vous livre, qui m'interrogent et qui me font penser que on a l'obligation de travailler de cette manière. Dans mon expérience professionnelle, moi j'ai été aussi frappé par le fait que, puisqu'on est rentré dans l'ère des réseaux, des rapprochements, des coopérations, des collaborations, je trouve qu'on pose souvent au départ des questions trop difficiles. Et la question souvent qui revient, et qui est souvent la question la plus difficile pour trouver des axes de collaboration entre les organisations, c'est la question du qui fait quoi. La question de l'organisation, de la structure, de la convention. On aborde des choses, me semble-t-il, en tout cas je l'ai vécu comme ça pendant de très nombreuses années dans le domaine du tourisme, par cet axe-là, par cet axe qui est un axe d'organisation. Et là, on pose d'emblée la question de partage du pouvoir, de gouvernance, de qui fait quoi, de répartition des rôles, etc. Je pense que c'est l'axe certainement important, mais dans un premier temps, moi qui me paraît le plus compliqué à mettre en œuvre. Il y a des axes plus faciles, et notamment, encore une fois, l'illustration a été apportée tout à l'heure, je trouve, par les hôteliers, c'est d'aborder la question par un projet, et notamment un projet qui rassemble des hommes, des femmes, autour d'un projet précis, un projet qui permet d'avancer, d'avoir des bénéfices, qui est finalement important pour le collectif, mais en même temps nous permet de rester ce que nous sommes. Ça se rajoute à nos propres organisations. Et c'est souvent ce qui apparaît, là aussi, les offices du tourisme, dans beaucoup d'opérations de promotion, depuis longtemps, mettent en place des collaborations par projet. On mène un projet, on a un besoin qu'on a identifié, et on mène ce projet. Ça me paraît un acte de collaboration aujourd'hui plus évident. Et puis il y a le troisième axe, qui est l'axe le plus, à mon avis, le plus important, c'est l'axe stratégique. Aborder une collaboration entre organisations, entre acteurs du tourisme, non pas à partir d'un simple projet, mais à partir d'une stratégie partagée. Donc c'est beaucoup plus engageant. Ça veut dire que ça ne reste pas extérieur à ma structure, ça rentre complètement dans la structure et que j'apporte, et que j'adapte plus exactement ma propre stratégie par rapport à une stratégie qui devient une stratégie collective et globale. Alors sur une destination, là aussi, je renvoie les offices du tourisme à cette idée. On voit que c'est quelquefois un petit peu difficile à mettre en place. Ça l'est au niveau d'un office de tourisme, ça l'est au niveau d'une structure comme Savoie-Mont-Blanc, sur 2 départements, avec un très grand nombre d'acteurs. Et pourtant, je sais bien que cet axe stratégique de collaboration, il est quand même absolument indispensable. Il faudra bien qu'on y arrive, qu'on y travaille. Quand on interroge individuellement les différents acteurs qui interviennent sur une destination, les acteurs privés, les acteurs publics, dans une organisation, sur un terrain de jeu touristique, quelle que soit sa taille, on voit bien que les orientations, les axes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je pense que ce qu'il faut essayer de trouver pour mettre en place ces axes de collaboration, soit par projet, soit par stratégie, c'est d'arriver à définir ensemble une ambition partagée.
Et je pense que définir une ambition partagée, ça me paraît, moi, la première des innovations, véritablement, parce que c'est souvent pas le cas. Définir une ambition partagée par réseau, par territoire touristique, ça me paraît une très belle idée. Et alors c'est amusant parce que finalement, depuis quelque temps, je me demande, mais qu'est-ce que ça peut être une ambition partagée pour un territoire? Qu'est-ce que ça peut être pour vraiment qu'elle soit, qu'elle apporte un bénéfice à l'ensemble des acteurs qui proviennent d'un territoire, des hôteliers, des offices du tourisme, des restaurateurs, qui partagent une ambition partagée sur un territoire qui devient le cœur de leur stratégie collective. Je pense qu'il y a deux domaines sur lesquels on peut essayer, il y a deux secteurs dans lesquels on peut essayer de trouver des ambitions partagées. Et ça a été illustré encore une fois par les deux premiers intervenants. Je pense que dans le domaine d'Internet, dans le domaine du numérique, je suis persuadé que dans ce domaine-là, il peut effectivement, ça peut être le terrain d'une ambition partagée d'un territoire. Par exemple, moi je suis persuadé, et peu de territoires, ou peut-être pas aucun territoire ne l'a encore fait, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, sur le numérique, un territoire a véritablement intérêt à rassembler l'ensemble de ses acteurs publics ou privés pour mener des stratégies collectives complètement cohérentes et complètement adossées les unes aux autres. Pourquoi? Parce que la menace, elle est très grande. Elle est très grande. Il y a des groupes extrêmement puissants, il y a des mouvements extrêmement puissants, donc il y a des initiatives dont encore une fois, on a vu l'intérêt. Mais je pense que l'ensemble des acteurs du tourisme devraient avoir effectivement une ambition collective, des stratégies partagées sur Internet. Et puis le deuxième secteur sur lequel je pense que des destinations touristiques devraient avoir des stratégies, une ambition partagée, ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est sur le domaine des produits, et notamment sur la co-création de produits. J'ai noté l'expression parce qu'elle me paraît très bien, co-créer du lien émotionnel. Ça, je crois effectivement que s'il y a quelque chose qui peut être une ambition partagée d'un territoire, c'est bien d'arriver à créer, je dirais, une expression émotionnelle de son territoire qui soit partagée par tout le monde. Moi, j'ai travaillé précédemment dans un autre territoire, dans une autre région, qui n'était absolument pas touristique, et comme il n'était absolument pas touristique, ils se sont fixés une ambition démesurée. L'ambition de ce territoire, absolument pas touristique, c'est d'accueillir tous les visiteurs comme un ami. C'est élevé hein, comme ambition. Hein. C'est vraiment élevé. Il faut être gonflé pour afficher ça. Eh bien, ça fait des années que ce territoire le revendique, ça fait des années que les acteurs touristiques de ce territoire se prennent au jeu, se retrouvent dans cette ambition collective, encore une fois, et travaillent ensemble pour essayer de la rendre la promesse ou cette ambition crédible. Donc, on voit que là, vraiment, on est dans des stratégies de rupture, hein, et d'innovation, me semble-t-il, assez forte. Sur les territoires de Savoie-Mont-Blanc, moi, je pense que, en y réfléchissant, en écoutant les uns les autres, je pense que c'est sur ce terrain-là qu'il va falloir que l'on agisse. Trouver, effectivement, définir cette ambition partagée pour aller plus loin. Elle sera, à mon avis, certainement sur des actions sur le web, des actions collectives sur le web, et certainement aussi des actions collectives sur la définition, je ne sais pas comment le dire, hein, d'une touche ou d'une expression émotionnelle spécifique au territoire, renvoyant à l'identité de ce que l'on peut. Voilà, c'était les choses auxquelles j'avais pensé sur ce thème de l'innovation et les process. Les process, à mon sens, c'est vraiment la grande clé de l'innovation, parce qu'on est trop sclérosé dans des habitudes qui aujourd'hui sont complètement balayées par l'environnement dans lequel nous sommes. Merci, j'avais des questions, mais je crois qu'il y a des interventions. Allez, je vous en prie, allez-y. Quand j'écoutais M. Fermer parler
coopération, de collaboration. Il a commencé par dire, je ne sais pas chez vous en Suisse, mais chez nous, voilà un petit peu comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse non plus, mais c'est vrai que ça fait 12 ans que dans le cadre du syndicat patronal, on essaie vraiment de mettre en place des processus collaboratifs avec les hôteliers, déjà pour leur apprendre à dialoguer entre eux. Et même si beaucoup de projets n'aboutissent pas ou ne sont pas réalisés, au moins ils sont assis autour d'une table quelques jours, pendant quelques réunions, et ils ont appris à échanger des idées et peut-être à faire évoluer un petit peu les choses dans le bon sens. Est-ce qu'il faut une volonté de collaborer ou, moi je pense que l'être humain, à part les personnes qui ont du désir à travailler ensemble, la volonté n'est pas là de travailler ensemble. Il n'y a pas de volonté de travailler ensemble. Il y a des nécessités. On travaille ensemble parce qu'on doit le faire. C'est ce qui nous a motivés dans le cas de notre projet hôtelier. C'est ce qui motive les Nantais avec leur projet qu'on a eu aujourd'hui, c'est encore autre chose. Je pensais plutôt au projet Fair Booking ou des initiatives comme ça, c'est l'obligation de le faire. Et puis, je pense que le succès dans un projet de collaboration, il dépend de deux choses. D'abord, ça doit faire rêver. Et ça, c'était le voyage à Nantes qui fait rêver. C'est vrai que c'est quelque chose de génial. Donc, il faut que le projet collaboratif fasse rêver, de devenir très riche. En hôtelier, c'est moins Ou alors, il faut une personne. Et je pense que dans le projet du voyage de Nantes, ou tous les projets collaboratifs qui ont réussi, il y avait une personne qui s'investissait vraiment avec ses tripes. Il y avait deux choses à Nantes. Il y a une personne, mais il y a aussi, ça a été dit, une volonté politique. Oui. Et ça aussi, c'est un point important. La collaboration, vous avez raison, il faut d'abord se connaître. C'est la première étape. Se connaître pour se reconnaître, pour développer la confiance, et au-delà de la confiance ensuite, la connivence. C'est effectivement toute cette chaîne qu'il faut mettre en place. 30 secondes, Oui, voilà. mais je pense que c'est pas si simple comme ça. Notre expérience a montré qu'avant qu'on ait la connivence, il va y avoir des désaccords, il va y avoir même des conflits, et que c'est à ce moment-là qu'on peut soit maintenir la résistance, au contraire lâcher prise, et moi je crois vraiment à la volonté. Alors, je suis un peu en porte-à-faux, mais je pense qu'à un moment donné, il faut vouloir. Ce matin, quelqu'un parlait de mariage forcé. Mais je pensais à ma femme, je me disais, mais heureusement qu'on est différents. Parce que c'est ça, là, le collectif. Heureusement que dans notre différence, à des moments, c'est pas toujours le même qui tire. Et puis à un moment donné, franchement, il y a des moments où il faut se dire, et là je vous rejoins tout à fait, il y a une raison d'être. Votre ambition partagée, j'aime beaucoup. Moi j'appelais ça la raison d'être, mais je trouve que c'est beaucoup plus français, donc je vais retenir votre propos. L'ambition partagée, il faut à un moment donné avoir de l'ambition et de la partager avec quelqu'un. Et à ce moment-là, je trouve que c'est dire, je veux faire quelque chose avec toi. Vous avez raison sur les étapes, hein, sur les conflits, sur la gestion de tout ça. Il y a une autre formule que j'aime bien. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Effectivement, ça demande du temps parce que il faut que chacun aille au même pas, et il peut y avoir des retours en arrière, des difficultés, des machins, etc. Bien sûr. Merci bien. Mais encore une fois, hein, c'est un secteur, je trouve, le secteur du tourisme, qui par nature, par essence, ça a été dit, hein, par essence, c'est un secteur de collaboration, je trouve qu'on n'est pas très innovant vraiment dans ce secteur. Enfin, je trouve, hein, on est vraiment en retard. Alors, moi je retiens le projet collectif, notre ambition collective, là, c'est que tout le monde puisse parler. Et un temps à peu près équitable. En tout cas, je suis d'accord avec ce que vous avez dit aussi, c'est qu'il fallait partir sur des actions précises, sur des projets précis pour motiver les gens. Je passe immédiatement la parole à M. Baudon, directeur de l'Office de tourisme de Saint-Marc. Oui, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, parce que c'est vrai que mon intervention va être dans la perspective des deux derniers intervenants. Moi, en fait, je ne vais
pas forcément dans un premier temps faire part de l'expérience professionnelle, mais du parcours personnel que j'ai mené. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mon précédent de table ronde. J'ai décidé de reprendre les études après être arrivé au bout d'un moment, je n'ai pas besoin, d'un cycle de ma vie professionnelle, et j'avais besoin de me remettre en question et de répondre à un certain nombre d'interrogations qui sont notamment celles qu'on a évoquées aujourd'hui. Et dans l'innovation, j'ai eu un sujet là-dessus. Ce qui m'a fait bien rigoler, c'est que l'un des premiers slides, c'était de dire l'invention n'est pas de l'innovation. Et c'est vrai que d'un coup, ça paraît idiot, mais ça a été un changement de paradigme. C'est-à-dire que cette tendance qu'on a, notamment dans les directions d'office de tourisme, parce que c'est quand même le sujet du jour, c'est à se focaliser sur cette dimension technique qui est indispensable, notamment lorsqu'on parle de processus. Il fallait être capable de le remettre en cause. Au-delà de ça, j'ai eu un travail de mémoire à réaliser, et je l'ai vraiment porté sur le devenir des stations. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alain, c'était évidemment très riche, mais parce que la question qu'on se pose au quotidien, c'est de se dire, mais finalement, sur ce qui est le fondement de notre activité, qui est le marché du ski, où est-ce qu'on en est? Quelle est notre situation? Alors d'un côté, vous avez les campagnes de pub nous disant, vous allez reprendre, ça y est, bientôt plus de neige, bientôt plus de clients, bientôt on ne fera plus rien, bientôt ça sera la crise et la fin du monde. Et de l'autre côté, vous avez des bilans très conjoncturels comme celui de la saison dernière. Alors, je pense à la couverture de Écouez-vous, je ne sais pas si certains l'ont vu, où avec son slogan, on était à 2 doigts du record. Alors on en est où effectivement? Quelle est la situation? Quand on fait une analyse, alors pas très approfondie, je ne vais pas me positionner comme un expert absolu, on se rend compte que notre modèle de développement aujourd'hui est en bout de cycle. Aujourd'hui, on s'enrichit par une montée en gamme, par une augmentation des prix qui permettent effectivement à nos stations de continuer à vivre de façon prospérer, mais finalement, il y a une nécessité de remettre en cause le modèle. Et lorsqu'on parle d'innovation, moi j'aime bien un ouvrage qui s'appelle La stratégie Océan Bleu, qui est très évocatrice. Je n'en parlerai pas comme vous, parce que vous êtes certainement plus expert que moi de cet ouvrage que j'ai lu un peu comme une Bible. C'est qu'on redéfinit le périmètre de jeu. C'est qu'on dit le terrain de foot, il est rectangulaire, et maintenant on ne va plus jouer dans cet espace-là, on va essayer de jouer dans un autre espace. Voilà. Alors pour donner un exemple très concret, c'est le Cirque du Soleil. Je pense que tout le monde connaît ici. Vous savez qu'ils se sont développés à une époque, c'est ce qui est dit dans l'ouvrage, je ne fais que répéter, c'est de dire, les cirques, il y en a plein, ça se développe, enfin, on est dans la recherche permanente de la spécialisation, de la technique de plus en plus affinée, mais en fait, on ne se développe plus. On partage un marché en étant de plus en plus nombreux là-dessus. Et eux ont le souhait d'intégrer d'autres dimensions, et c'est ce qui a été présenté, c'est ce qui nous a plu, je pense, dans Nantes, c'est qu'on est venu injecter d'autres choses que du tourisme dans l'activité touristique. Et ça, c'est une question fondamentale pour les destinations des Alpes, et notamment les destinations de ski alpin. Maintenant, le problème, c'est comment on arrive à redéfinir ce périmètre. Je pense que vous l'avez évoqué très, très longuement et très bien. C'est là où je voudrais éviter de répéter certaines choses. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, la notion de réseau social, la réseau de relations entre des acteurs qui sont de plus en plus isolés. Parce qu'on parle de technologie, on parle de téléphonie, on parle de mobilité, mais en réalité, les acteurs des stations, les acteurs des destinations touristiques de montagne, nous sommes comme les individus du monde entier. On est dans un processus d'isolement. Et ce processus d'isolement, il faut être en capacité de le casser. Et je me pose toujours la question, même après ces mois de travail, de savoir si un office de tourisme est capable et a cette fonction-là. Et je ne suis pas convaincu que ce soit son rôle. Mais même si ce n'est pas son rôle, il y a nécessité que dans ces territoires-là, que ce soit à l'échelle d'une commune, que ce soit à l'échelle d'une station, que ce soit à l'échelle de l'intercommunalité, il y ait un ou des acteurs qui recréent du lien. Et ça, c'est ce que vous avez parfaitement évoqué. C'est redonner du sens. Et ça,
dans mes réflexions, il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Je me suis dit, mais tiens, les notions de coopérative, les coopératives agricoles, les coopératives d'assurance, elles sont nées d'où? Elles sont nées en milieu rural et elles sont nées en particulier dans le milieu de montagne. Je pense à Groupama, par exemple, pour ceux qui connaissent, le crédit agricole, le crédit mutuel. C'est un modèle de développement qui aujourd'hui est effacé face à un modèle, sans faire de politique, hein, qui est un modèle ultra-libéral, qui est un modèle de concurrence à tout crin et où la coopération n'existe plus. Eh bien, peut-être qu'il faut simplement, dans un premier temps, regarder dans le rétroviseur, essayer de voir quels ont été les modèles de développement qui ont été mis en œuvre, et d'essayer de prendre conscience que même si on parle d'une technologie qui tente à nous lier tous les uns avec les autres, elle a aussi tendance à nous isoler. Voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais apporter dans les réflexions. J'ai quelques illustrations. On a mis en place notamment un événement depuis 3 ans autour de la thématique du vin et derrière de la gastronomie, mais d'abord du vin. Et on s'aperçoit tout de suite que là, on a un élément de bilan. Et que ce qui est intéressant, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est ce que l'événement génère derrière comme relation entre les acteurs. Et c'est ça, j'évoquais ce matin, hein, l'interstitiel, le non maîtrisé, et c'est là que, à mon avis, est le plus riche. Voilà ce que moi je pourrais voir pour aujourd'hui. Merci. Une réaction? En ce qui concerne les relations entre les différents secteurs, on a beaucoup parlé du secteur touristique. Le Valais, depuis le 1er janvier de cette année, a monté une structure de promotion pour l'ensemble du canton, ça veut dire pour l'ensemble du département en France. C'est une organisation intersectorielle. Ça veut dire que sont représentés au niveau de cette organisation marketing et développement du canton, l'agriculture, l'industrie, et puis à travers la chambre de tourisme et l'hébergement et tout ce qui est lié au tourisme, les remontées de etc. Et là, on remarque qu'on a une grosse synergie. Vous faites ce que vous avez dit avant, on s'assied à table, on commence déjà à se parler. Avant, on se parlait, mais de manière ponctuelle. Là, il y a des dates qui sont organisées, il y a des thèmes qui sont pris, et on se rend compte qu'on a énormément de choses en commun. Et si on additionne les budgets de toutes ces organisations, et puis qu'on les met dans un pot commun, on a une force de frappe qui est énorme sur le marché. Et on va dans cette direction-là, on va aller, c'est-à-dire que VDP a un budget de 10 millions de francs suisses, qui est financé par l'État, mais a maintenant la possibilité, de par sa structure, de collaborer avec les partenaires, aussi bien que ce soit des partenaires liés à l'économie. Un exemple qui est tout bête, nos barrages, l'énergie verte, on parle de toutes ces choses-là. Nos barrages sont un atout énorme du point de vue touristique. Si on arrive à organiser des visites, aller dans le mur d'un barrage, marcher 200 mètres, on voir toutes les installations, comment est fabriquée l'électricité pour des citadins qui viennent des grands centres urbains, c'est quelque chose, c'est un événement. Et c'est toutes les choses comme ça qu'on est en train maintenant de mettre en place et puis de lier vraiment au tourisme, pas uniquement les remontées mécaniques, le ski, etc. Et puisque vous avez parlé de la gastronomie, Valais est un canton viticole, donc pour nous quand on va en Bourgogne, on voit un petit peu comment est-ce que le vin est présenté. Quand on va dans le Bordeaux, on voit que le vin est présenté. J'étais il y a 3 semaines, j'ai étonné de payer. Merci beaucoup. Je propose maintenant que nous entendions M. Canessant. Je vous en prie. Je vais être bref parce que, très sincèrement, j'avais envie de dire tout ce qui a été dit avant moi. Donc c'est facile de dire ça, mais c'est vrai. Alors je vais prendre un. Et puis Falco m'a amené une transition en parlant d'échecs à l'instant, et j'avais l'intention de prendre. Je vais vous parler d'échecs, moi. Je vais juste prendre un exemple parce que il me semble que pour revenir concrètement on va dire, aux stratégies innovantes dans le cadre des offices de tourisme, c'est vrai que le travers quotidien, enfin moi je le constate, alors je travaille au lac d'Annecy, pardon, je ne l'ai pas précisé, je ne me suis pas présenté avant, je suis directeur adjoint à l'office de tourisme du lac d'Annecy. Je travaille beaucoup dans le réseau des offices de tourisme en Haute-Savoie avec non départemental, et puis aussi dans celui qui est régional au niveau de Rhône-Alpes, donc ce qui fait que je rencontre forcément pas mal de mes collègues, et j'ai toujours l'impression d'assister à la course à la dernière invention. Alors pourtant je suis un geek comme les autres, hein, je joue sans arrêt avec mon téléphone, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui le travers des gens dans nos métiers, c'est toujours de penser aux derniers nouveaux
joujou qu'on va pouvoir mettre en place sur sa plage, sur son domaine skiable, etc. Enfin, voilà. Donc, et je pense que c'est souvent l'erreur, on l'a nous-mêmes commis cette erreur. J'avais l'impression de parler de Reza, donc en plus je vais faire le lien aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure. Alors je ne sais pas si on a réellement innové aujourd'hui, mais on avait fait une première erreur en 2006, si ma mémoire est bonne. J'ai envie de dire dans un projet plutôt descendant, partant à la fois des élus et puis des techniciens responsables dans les offices de tourisme sur notre bassin. On s'est dit il faut absolument qu'on ait un outil structurant pour mettre en commercialisation notre territoire. Puis il faut un outil qui soit vraiment performant, innovant justement, un peu technologique. Il nous faut un panier dynamique, c'était en 2006, donc il faut le replacer à cette époque-là. On veut absolument laisser le client concevoir son panier, acheter sa chambre, son transport, son cours de ski nautique, etc. Enfin bref, on est parti dans un très très beau projet, on a trouvé une entreprise canadienne qui a fait ça. Ça a sans doute été une innovation de produit, parce qu'effectivement ça fonctionnait bien. À cette époque-là, c'était assez peu courant, on a d'ailleurs eu du mal à trouver le prestataire pour faire ça. Mais à mon sens, ça n'a pas été du tout une innovation process, dans le sens où notamment, on avait juste oublié d'en discuter avec le monde professionnel, par exemple, hein, voilà, au hasard. Hein. Notamment, on n'avait pas concrètement, à mon avis, suffisamment mis les gens concernés, enfin les hébergeurs notamment dans le projet, ce qui fait qu'ils y sont allés plus ou moins contraints, on va dire, même, parce qu'ils... Alors c'était, je ne sais plus qui a dit le oui mais ou non mais tout à l'heure, c'était un peu ça, voilà, c'était bon, bah oui, on va le faire, quoi. Mais bon, au final, ça a été un échec, parce que d'abord, sans doute, l'innovation de produit était peut-être un peu trop tôt dans le temps, et les clients n'y trouvaient pas forcément un intérêt à ce moment-là. Et puis en plus, comme notre modèle organisationnel était probablement pas le bon, on avait déjà pris soin d'avoir les conditions d'échec au début du projet. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a fait table rase de tout ça, on a fait le constat d'échec, il faut savoir le faire. Et puis pour innover, on s'est dit qu'on n'allait surtout pas innover en matière de produits. On a pris une solution, alors cette fois on a pris le problème à l'envers, on a d'abord discuté avec les hébergeurs notamment, puisque bon, au lac d'Annecy c'est 70 hôtels notamment, et puis entre 30 et 40 campings, donc c'est vrai que forcément le poids de l'hébergement est important et c'est normal. Donc là on a pris le problème à l'envers, puisqu'on savait tous qu'on avait besoin d'un système concrètement de commercialisation, hein, à la fois pour répondre aux attentes des hébergeurs, et puis aussi pour soutenir la promotion du territoire. Donc là, on a discuté avec les hébergeurs et puis on s'est dit, ce qu'on va surtout pas faire, c'est inventer une nouvelle solution technologique. On va prendre ce que vous utilisez vous au quotidien. En l'occurrence, ça a été la solution Réservite. Je n'ai pas d'action chez eux et on n'est pas dans la table ronde produit, donc je ne parlerai pas de la solution Réservite. Mais ce qui m'intéresse dans l'idée, c'est que là, on a pris une solution qui était celle qui était déjà utilisée par une majorité de nos établissements. Ça fait 1 an et demi, donc je ne peux pas tirer de grandes conclusions pour l'instant. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Il y a un petit temps pour que les gens comprennent que oui, ça vaut le coup de mettre du stock dans un système à 3% plutôt que de le mettre dans un système à 17%, etc. Mais ça fait son chemin, les résultats commerciaux commencent à arriver. Il a fallu bien sûr mettre une mise de départ financière parce que sinon on ne le fait pas. Hein, si on attend que le système que l'argent soit amené par tout le monde, on tourne en rond, il faut quand même avancer le projet. Mais tout ça pour dire, l'innovation process, elle me semble vraiment cruciale. J'espère et je pense qu'on est plutôt là-dedans. Et par contre, l'innovation produit en elle-même, finalement, je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas le plus important à mon sens. C'est important, mais on peut être dans l'innovation produit sans pour autant avoir une innovation qui soit viable et vraiment dans le modèle du processus de cet ordre-là. Et voilà, moi j'en tire cette petite conclusion un peu récente, parce que pour le coup, encore une fois, c'est un système qui est récent. Mais voilà, ça me conforte dans mon idée de dire ne pas se laisser enfumer par nos amis loulous qui nous fait, c'est vrai, qui fait envie tout simplement, mais qui n'est peut-être pas la meilleure idée. C'est tout ce que j'avais à apporter aujourd'hui. Une réaction. C'est une très belle illustration, on va dire d'un truc théorique très compliqué, et je trouve illustré, c'est la vision d'un principe causal ou principe effectual, puisqu'on parle de processus. Généralement, on a la logique de faire causal. Donc je prends un exemple encore tout simple. Causal, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on fait tous. On invite 10 personnes pour manger, et puis on se dit qu'est-ce qu'on va leur faire à manger, et on va faire les courses. Voilà. Et puis si on n'a pas assez, on sort la carte de crédit, et puis on se crée. L'effectual, c'est se dire, il y a 10 personnes, je vais les accueillir, qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Et à partir de là, il manque peut-être 2-3 choses, donc je suis obligé d'aller chercher avec la voisine, le voisin, enfin bref, de co-créer avec les autres. Je trouve que ça, c'est l'erreur, elle était causale. Et du coup, vous avez renversé en faisant de l'effectual, et je trouve ça... Et je suis sûr que ça marche. Mais les gens ne comprennent pas au début. Oui,
on a eu sur le département du Valais, enfin ça s'appelait le département à l'époque, le département du Simplon quand on faisait partie de la République. Dans le canton, exactement la même erreur a été faite, ça s'appelait réservation au Valais, et le même résultat, un échec cuisant, on n'arrive pas avec tout le monde ensemble. Et l'avantage du système de Booking Valais, c'est qu'on a restitué leur métier aux hôteliers. On parlait de choses basiques, et c'est tellement basique, de laisser l'hôtelier faire son métier, au lieu de s'en accaparer comme le font les OTA ou des choses comme ça. C'est tout à fait basique. Et là, on a des prestations de qualité. Voilà, je voudrais vous remercier et vous libérer pour aller à la séance de clôture. Et moi, j'ai entendu finalement, au cours de ces échanges cet après-midi, que vous avez mis l'accent sur la nécessité pour un tourisme d'avenir de réfléchir en amont pour comment créer en fait du lien entre les différents acteurs. Merci. Merci.